Alors j'espère pas me tromper maintenant en présentant Augustin Gilles. Hein. Est-ce que, est-ce que Google dit la vérité quand on dit qu'Augustin Gilles est du groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale? A priori, oui, Augustin, c'est ça, ouf. Vous êtes docteur en sciences sociales et économiques, docteur en management aussi, je me trompe pas? Bon, voilà, ça va. J'ai pas tout perdu dans la matinée. Exposé, réflexion maintenant sur la notion d'utilité sociale avec l'un des grands spécialistes français de la question sur une notion qui est quand même une notion relativement récente. Alors, je suis loin d'être un grand spécialiste français de l'utilité sociale, mais en tout cas, on travaille sur cette notion avec le Gréus depuis 10 ans maintenant. Alors, après l'expérience du train, quand vos parents se sont rencontrés, y a-t-il eu, votre père a-t-il offert à votre mère une bague de fiançailles? Et la question est, de quel prix cette bague de fiançailles? Était-elle chère, pas chère? En théorie économique, il y a deux manières traditionnellement, de parler de la valeur. La valeur d'usage, à quoi sert un bien? Alors Adam Smith dit qu'un diamant, ça ne sert à rien. Évidemment, la faible valeur d'usage. Et puis la valeur d'échange. La valeur d'échange, alors ça, elle est révélée par la rencontre de l'offre et de la demande, et une bague de fiançailles, en général, ça a une forte valeur d'échange. Jacques Godbout, sociologue canadien, nous dit qu'il y a un troisième type de valeur, la valeur de lien. C'est-à-dire que, alors que dans la valeur d'échange, la valeur se trouve, est substantive, elle se trouve dans le bien, la valeur de lien, au contraire, le bien est un prétexte à un autre type de valeur, à une relation. Et alors, votre père a peut-être offert une bague très, très chère à votre maman, et puis, quelques mois après, les fiançailles se sont rompues, mais bon, comme vous êtes là, effectivement, alors ils ont repris contact, mais ce qui signifiait qu'à ce moment-là, la valeur d'échange était très forte, et la valeur de lien, à ce moment-là, était très faible. Inversement, votre papa a pu offrir à votre maman une bague toute simple, toute sobre, mais qui correspondait parfaitement au goût de votre maman. Et là, valeur d'échange de la bague, faible, mais valeur de lien, très forte, très élevée. Alors tout ça pour vous dire quoi? On n'est pas au salon du mariage, je crois, je suis sûr. Tout ça pour vous dire que, en fait, au Gréus, nous avons acquis la conviction que l'utilité sociale des organisations doit plutôt se chercher, la valeur sociale de vos organisations réside plutôt dans la valeur de lien qui est attachée à vos actions, à vos actes et à vos activités. Et donc, c'est ce que je vais m'attacher à vous montrer dans les minutes qui viennent. Et que votre utilité sociale réside aussi, ou plutôt, dans dans le mode, dans la façon d'être au monde que diffuse votre association dans son environnement. Et bon, voilà, je vais expliciter ça. Alors, d'où est-ce que je parle, d'où je viens? Et donc, j'appartiens au Gréus, groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale, qui mène des évaluations depuis une dizaine d'années dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Et ces évaluations ont fait naître en nous la conviction que évaluer, ce n'est pas vérifier le passé, mais c'est plutôt ouvrir des pistes d'avenir. On peut dire que l'évaluation ne doit pas être prise comme une menace, mais plutôt comme une promesse.
Alors, je mentionne que l'année dernière, en 2020, nous avons été lauréats, le GREUS a été lauréat de l'appel à projet de l'IFMA, l'Institut français du monde associatif, dont je salue le président, et qui s'exprimera, je crois, plus tard. Moi, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur justement la création de valeur sociale dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, à partir d'une évaluation de l'utilité sociale menée à l'UCPA, dans le cadre d'un projet de recherche-action assez large auquel Citoyens et Justice a contribué, à côté de la Caisse des dépôts, de la Fondation du Crédit Coopératif, à côté de la Mutuelle Corum, de France Active, etc. Donc c'était un bon gros projet de recherche-action, et c'est comme ça qu'on a tissé des ponts avec Citoyens et Justice, et ce projet de recherche-action a mené à un deuxième projet de recherche-action qui est l'évaluation de l'utilité sociale d'Espérer 95, qu'on a réalisé il y a 3 ans, et dont je vous présenterai rapidement quelques résultats et la méthodologie. Donc mon intervention est construite en quatre temps. Premièrement, un rappel, même si vous l'avez fait, Madame la Présidente, un rappel des enjeux dans lesquels est né, les enjeux liés à l'émergence de la notion d'utilité sociale dans les années 80. Dans les années 2000, la première appréhension qu'en a faite le monde académique à travers Jean Gadret et les apports de ces travaux. Au tournant des années 2010, l'arrivée en force de la notion d'impact social qui a fait trembler cette notion d'utilité sociale. Et puis, en quatrième point, je vais vous présenter la proposition du GREUS en essayant de faire un pas de côté pour apporter quelque chose de neuf et de nouveau, en consolidant aussi les acquis de cette histoire. Alors, l'émergence de la notion d'utilité sociale, je pense qu'il y a 3 mots à retenir. Il y a légitimité, identité et fiscalité. Alors, légitimité, la notion d'utilité sociale, elle émerge à une époque, dans les années 80, où l'État se met à déléguer ses missions d'intérêt général et ses services publics. Et ce sont et notamment aux associations. Et donc se pose la question de la légitimité des associations de prendre en charge une partie et de co-construire les politiques publiques. Voilà comment émerge la notion d'utilité sociale. Et l'utilité sociale est aussi utilisée à ce moment-là. Donc ça, c'est le point légitimité. Et le point identité, c'est la notion d'utilité sociale est utilisée par le monde associatif qui est en train de créer des structures intersectoriales, et notamment ce qui deviendra le mouvement associatif. Et donc, on réfléchit sur l'identité propre au secteur, trouver une notion qui permet de parler de l'ensemble du secteur. Et ces réflexions s'articulent autour de la notion d'utilité sociale. Et donc, je rajoute la notion plus prosaïque de fiscalité, parce que comme vous l'avez dit, évidemment, l'utilité sociale est définie dans le droit fiscal pour permettre aux associations de ne pas être soumises à certaines associations lorsqu'elles rentrent en concurrence avec des sociétés commerciales, de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à condition que leurs activités s'adressent à des publics fragiles et deuxièmement que le prix de leurs services soit inférieur au prix du marché. Donc on voit bien que l'utilité sociale, en tout cas dans le droit fiscal, est créée ou est conçue, je dirais, en négatif du marché et de la concurrence. Voilà. Donc les années 2000, c'est la première définition académique, arrive la première définition académique de l'utilité sociale par Jean Gadret, définition que vous avez lue tout à l'heure. Il y a là, je crois, 3 mots à nouveau à retenir. Il y a la notion d'effet induit, c'est-à-dire finalement, on va s'intéresser aux effets induits de l'action associative et à l'ensemble des effets induits de l'action associative. Le deuxième élément, c'est que donc,
ça va très loin, ça peut aller jusqu'au coût évité pour la puissance publique, donc des effets économiques, jusqu'à justement la lutte contre les inégalités, le développement humanitaire, enfin, etc. C'est très large, ça passe par l'innovation sociale, l'innovation économique. Donc Jean Gadret fait une liste très très étendue de l'ensemble des contributions possibles des associations. Deuxième mot important, c'est que Jean Gadret dit « l'utilité sociale, c'est une convention sociopolitique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les acteurs eux-mêmes au sein de l'association qui décident quelle est leur utilité sociale. Quelle utilité sociale, donc c'est-à-dire quelle partie du bien commun, ils revendiquent comme étant le fondement de leur action. Donc là, cette notion de convention est très importante et et je pense qu'il faut la garder. Donc c'est vraiment les associations comme co-concepteurs aussi d'une certaine manière, de l'intérêt général. Et troisième notion importante, je crois que c'est en tout cas les évaluations qui, à l'époque, démarrent un tout petit peu sous cette forme-là, c'est-à-dire d'aller chercher toutes les contributions des associations, eh bien, ces évaluations ont une légitimité démocratique, puisqu'on va faire intervenir l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes des associations. Voilà. Alors, un événement perturbateur dans cette situation, c'est l'arrivée, notamment des pays anglo-saxons, de méthodologies d'évaluation sur le territoire français, méthodologies d'évaluation venues de l'évaluation des politiques de développement et que l'on va appliquer au tiers secteur dans les pays anglo-saxons d'abord, puis en France. Et à ce moment-là, et en fait, cette démarche est soutenue aussi en France par un mouvement de professionnalisation des associations qui sont certains acteurs sont friands de ces nouvelles méthodes venues d'ailleurs pour évaluer puis guider l'action. Alors, 3 mots à nouveau pour cette phase. Premièrement, le mot de résultat, c'est-à-dire que l'objet de l'évaluation, on va principalement regarder les résultats de l'action. Il y a un grand nombre de méthodes, coût public évité, retour sur investissement social, randomisation, etc. Mais elles sont toutes fondées sur une même logique qui est ce qu'on appelle la théorie du changement. C'est-à-dire qu'on va établir une vision très simplifiée de l'action de la structure qu'on évalue, avec d'abord ses objectifs, ensuite les ressources qu'on alloue à l'association pour atteindre ces objectifs, les activités de mise en place, et enfin les réalisations, le nombre de personnes qu'on a hébergées, etc. Et à la fin, l'impact qu'on va essayer l'impact net, c'est-à-dire que là, on va essayer de trouver un référentiel pour pouvoir dire, eh bien, voilà ce que mon association apporte par rapport à une situation dans laquelle mon association n'agirait pas. Donc, on essaye d'évaluer justement vraiment ce qu'apporte en plus l'association par rapport à une situation neutre. Alors, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue l'efficacité de l'action associative, lorsque l'on compare les résultats avec les objectifs. On évalue l'efficience de l'action associative lorsqu'on évalue les résultats au regard des ressources. Et puis l'impact, je viens de vous en parler. Alors, on voit bien que là, la logique à la base de l'évaluation, c'est une logique de cause-effet, de causalité linéaire. Et on est dans une démarche de type reddition de comptes, c'est-à-dire qu'on va rendre des comptes. On est dans une démarche de type contrôle, audit, et c'est une démarche experte, technique et technicienne. Et là, la légitimité
donc ce sont des démarches qui fonctionnent très bien et qui apportent, qui donnent des billes et qui intéressent essentiellement les parties prenantes qui financent les structures, mais aussi certains dirigeants de structures. Pourquoi? Parce que cette démarche, finalement, ces démarches ont une légitimité dans le registre managérial. Voilà. À 3 niveaux, elles rendent bien compte de manière crédible, je dirais, de la performance sociale de l'action. Elles donnent une lisibilité très, très simple du projet social, et enfin, elles donnent l'apparence d'une transparence dans la gestion, puisqu'on peut jouer, on peut montrer avec des chiffres que tout est sous contrôle, d'où la légitimité managériale qu'elles apportent. Alors, le problème, ben, il est avec ces méthodes, et pluriel, déjà, ça, un problème méthodologique, enfin, plusieurs problèmes méthodologiques, c'est que, déjà, évidemment, l'action sociale est bien plus complexe qu'une présentation linéaire comme ça. Et évidemment, pour prendre un exemple d'une évaluation d'impact qu'on a menée il y a longtemps sur un dispositif qui consistait à permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'avoir accès aux outils numériques pour ensuite accéder à l'emploi, eh ben, l'étude d'impact, les résultats étaient neutres. Parce que, évidemment, il ne suffit pas d'avoir un téléphone pour pouvoir accéder à un emploi. Il y a plein d'autres acteurs qui jouent, il y a plein d'autres facteurs, des rencontres, etc. Donc ça ne fonctionne tout simplement pas dans certaines, du fait de la complexité du social. C'est très difficile d'isoler un impact. Et puis, la question, c'est qu'il faut toujours, je vous disais, ce qu'on appelle un contrefactuel, c'est-à-dire un point de référence. Donc ça veut dire qu'il faudrait presque mettre en place un groupe de bénéficiaires vis-à-vis desquels on mène l'action, puis à côté, un groupe de bénéficiaires vis-à-vis desquels on ne mène pas l'action. Et ça pose des questions. Déjà, c'est les grands spécialistes de l'équipe d'Esther Duflo qui mènent ce genre d'études disent c'est extrêmement compliqué. Ça doit être fait de manière très fine et souvent ils disent, la première des choses qu'ils disent c'est on ne va pas y aller parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'est très délicat et puis ça pose des questions éthiques aussi. C'est difficile de demander à des travailleurs sociaux de dire excluez de l'action sociale certaines personnes pour juste vérifier qu'on est bien performant. Autre difficulté, c'est que là, effectivement, dans vos associations, dans vos organisations, vous êtes déjà soumis à énormément d'évaluations chiffrées et de reporting, et là, ça rajoute une surcouche d'évaluation. Et qui n'a pas un intérêt, et ça c'est le dernier point, c'est les structures qui ont mené ce type d'évaluation d'impact social sont venues voir, certaines structures sont venues voir le GREUS, notre groupe de recherche aussi, en disant mais on a fait tout ce travail, c'est vrai que ça coûte assez cher, en plus c'est chronophage et c'est assez cher, mais les résultats en plus ne nous parlent pas, c'est-à-dire qu'ils sont intéressants, ils sont utiles, mais ponctuellement, et ça ne parle pas aussi aux salariés, aux bénévoles de la structure, ça ne nous représente pas. Donc ça nous a évidemment intéressés. Et puis dernière difficulté, c'est qu'évidemment dans ce genre de processus, eh bien, les bénéficiaires de l'action sont considérés comme des ressources de données et ne sont pas du tout participants à la démarche. Et ça, c'est une grosse difficulté puisque la connaissance, en tout cas pour nous, et je pense que vous partagez cette réflexion, la connaissance vient de l'expérience. Et donc, on a des connaissances différentes selon que l'on est professionnel, que l'on est bénéficiaire, mais plutôt personne qui vit la situation. La personne qui vit une situation, par exemple une situation de pauvreté, elle développe une expérience et une connaissance de la pauvreté que le professionnel ne connaît pas, et que l'institutionnel ne connaît pas, et que l'universitaire ne connaît pas. Donc, en fait, si on creuse, et ce qu'on a fait au GREUS, si on creuse, c'est que on se rend compte que l'anthropologie, c'est-à-dire la conception
de l'humain et de la société, du vivre ensemble, qui est, à l'origine, qui est sous-jacente à ces études d'impact, ne correspond tout simplement pas à l'anthropologie, je répète, la conception de l'humain et du vivre ensemble, qui fonde l'action associative, dans la plupart des cas, bien entendu, parce que je ne vais pas généraliser. Mais cette anthropologie-là des études d'impact, je surveille, hein, ne vous inquiétez pas, je surveille l'heure, finalement, dans cette anthropologie, l'être humain est considéré comme une sorte de réservoir de besoins qu'il faudrait remplir. En plus d'une rationalité maximisatrice, évidemment. Et puis, le social est considéré comme une agrégation d'actions individuelles et de comportements. Et ce n'est pas du tout qu'on pense l'être humain et le social dans le monde associatif et plus largement dans l'économie sociale et solidaire. Alors, il faut s'orienter vers une anthropologie alternative. Et donc, ce que nous proposons, c'est de partir d'une anthropologie qui considère que l'être humain est avant tout un être de relation, et que la relation n'est pas seulement un moyen pour lui de répondre à ses besoins, mais que la relation est constitutive de ce qu'il est. Voilà, c'est la relation qui le fait vivre, qui le fait exister. Et à partir de là, la question était de dire, mais comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on conçoit la valeur, parce que le sujet, il est sur la conception de la valeur, comment on conçoit la valeur à partir d'une telle anthropologie relationnelle. Alors, on s'appuie sur différents auteurs, mais l'économiste André Orléans, qui dit que la valeur n'est pas dans l'objet, contrairement à la théorie classique économique, elle n'est pas dans l'objet. D'une certaine manière, la valeur, elle n'est pas incrustée dans le service que vous offrez, et elle ne dépend pas de la valeur qu'attribue la personne qui vous demande, c'est-à-dire en gros les pouvoirs publics qui vous demandent de l'exécuter. Non, la valeur, André Orléans dit, elle est dans la relation justement entre les deux personnes qui échangent un bien ou un service. Jacques Godbout, que je citais tout à l'heure, dit le lien, la relation, donc la valeur de lien, le lien a une valeur en soi. Et je cite Hartmut Rosa, philosophe et sociologue allemand, assez en vue en ce moment, qui nous dit que finalement ce n'est pas tant le lien, la connexion qui compte, que ce qui se joue dans la relation. Et Hartmut Rosa va jusqu'à dire la vie bonne dépend de la nature des relations que l'on établit avec le monde. Alors avec le monde social, les autres, avec le monde matériel, un travail, une discipline, une pensée, et avec le monde existentiel. Pour lui, c'est la nature, l'histoire, la religion, etc. Donc, voilà comment émerge l'idée d'une valeur relationnelle. Et la question, c'est comment est-ce que concrètement, on va chercher cette valeur relationnelle. Il me reste 10 minutes, mais j'espère que ça va. Et donc, concrètement, sur le terrain... Ah oui, et puis dernier point, le philosophe John Dewey, philosophe pragmatiste, nous dit que la valeur se définit comme étant ce à quoi l'on tient. Finalement, à quoi est-ce que je tiens dans la vie? Et ça, ce à quoi on tient, ça se révèle dans les expériences qu'on a vécues et les pratiques qu'on met en œuvre. Les expériences, à l'UCPA, par exemple, une stagiaire à l'UCPA est dans
Au cours d'un stage, avec son groupe UCPA, ils se promènent dans la montagne, ils font une randonnée, ils bivouaquent, et elle décide de ne pas partir avec le groupe pour la journée qui s'annonce, et elle reste seule face aux montagnes. Et là, quand on l'a rencontrée, plusieurs années après, elle nous dit, mais en fait, c'est dans ce moment-là, où je me suis retrouvée seule face aux montagnes, face à l'immensité du paysage, que chez moi, je me suis rendu compte que la vie avait énormément de valeur et que finalement ça ne servait à rien d'être matérialiste. Et c'est la première fois que je me suis senti libre dans ma vie. Et donc là, on voit bien que l'expérience, le fait de vivre une expérience est source de valeur pour cette personne. À partir de ça, cette personne a orienté sa vie un petit peu différemment. Et dans les pratiques, pourquoi les pratiques révèlent aussi les valeurs? C'est parce que, par exemple, alors je prenais souvent l'exemple, j'avais il y a quelques années un téléphone tout cassé, maintenant il est neuf, donc c'est pas neuf, mais en tout cas il n'est pas cassé. Et je disais, bah, regardez, en fait, le fait que je ne prenne pas soin de mon téléphone révèle quelque chose de la valeur que je lui accorde à ce téléphone. Donc c'est aussi dans les pratiques, la manière de faire, vos manières de faire dans les associations, vos manières d'accompagner révèlent évidemment ce qui a de l'importance et ce qui a de la valeur pour vous. Voilà. Donc concrètement, c'est ce qu'on va aller chercher au cours d'une évaluation de l'utilité sociale, comme celle que l'on a menée à Espérer 95. Alors, à Espérer 95, déjà, on a réuni pendant une petite semaine un groupe de 13 personnes qui connaissent l'organisation, qui connaissent parfaitement l'organisation de manière historique et transversale. Voilà. Et avec elles, on a essayé de construire petit à petit, on a essayé de cheminer vers, le terme est un peu, bon, vers des expériences anthropologiques, c'est-à-dire des expériences humaines fondamentales qui sont construites, hein, mais dans lesquelles on dit ces expériences-là révèlent notre manière d'être au monde, révèle ce qui a de la valeur pour nous et révèle finalement notre conception de l'être humain et du vivre ensemble et de la société, conception qu'on fait rayonner dans nos pratiques et nos discours, et c'est comme ça qu'on fait bouger notre environnement. Et alors ces fameuses expériences anthropologiques à Espérer 95, on en a identifié trois expériences secondaires et une principale qu'on a qualifiée de valeur centrale. Les expériences secondaires, c'est premièrement la lutte individuelle et collective pour une vie digne. Chez Espérer 95, cette lutte, c'est une expérience transversale parce que, à la fois, évidemment, les personnes accueillies et accompagnées font cette expérience de lutte au quotidien, mais aussi les travailleurs sociaux face aux arcanes administratives, etc., face aux situations difficiles, font cette expérience de lutte, et donc c'est quelque chose qui irrigue l'identité de la structure. La deuxième expérience, c'est l'expérience de l'accueil, accueil inconditionnel. Alors ça, on connaît tous ce terme dans vos métiers, mais là, c'est l'accueil inconditionnel de soi, de l'autre et de la situation dans sa complexité. C'était pour révéler le fait que dans cette association, tout le monde se sentait sur un pied d'égalité face aux difficultés de la vie, et qu'avant tout, il fallait, si on voulait pouvoir cheminer, avant tout, il fallait savoir, non pas consentir, mais les accueillir, en fait. Et que ça, c'était une expérience qui était commune à toutes les personnes autour d'Espérer 95. Et c'est une expérience aussi qui peut être ensuite transmise à d'autres, en fait. Et troisième expérience, c'est évidemment le partage, donc expérience anthropologique par excellence, le partage et la solidarité qui enrichit chacun. C'est vrai que chez Espérer 95, à cette époque, je ne sais pas si ça continue, mais je crois que ça continue, très souvent, on se rencontrait, on faisait la fête. C'est au cours de pièces de théâtre que les liens se tissaient. Et ça, les personnes voulaient dire, mais ça, c'est nous. Ça, c'est Espérer 95. Et on ne peut pas être évalué sur nos résultats sans prendre en compte ce qui se passe aussi dans ces soirées, dans ces pièces de théâtre, dans ces animations, etc. Et puis au centre de ces trois expériences, évidemment,
La question, c'est un petit peu de dire, parce que Espérer 95 fait tout un tas de reporting, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont remplis, qui sont contrôlés, qui sont diffusés auprès des partenaires. Mais la question, c'est de dire, mais même quand on rate un accompagnement, quand la personne sous main de justice, après, quand elle sort, eh ben, elle va récidiver. Qu'est-ce qui s'est passé quand même de fondamental dans l'association? Et en fait, je dirais assez simplement, mais quand même de manière très profonde, ce qui a été construit avec l'ensemble des acteurs, c'est de dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est une expérience de rencontre qui est fondatrice pour la suite des parcours. Et on l'a appelé la reconnaissance réciproque qui habilite à être, à appartenir et à devenir. Et donc, pourquoi la reconnaissance réciproque? Parce qu'à nouveau, il ne fallait pas considérer la reconnaissance comme un besoin individuel et on va remplir les personnes qui ont un besoin de reconnaissance, on va leur remplir leur seau de reconnaissance. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas ça. C'est que dans cette reconnaissance, le fait de se reconnaître, déjà ça nous conforte, ça nous consolide, mais aussi on garde une trace, ça nous fait grandir, on garde une trace des autres en soi pour les années qui viennent. Et donc c'est à partir bon, il y a eu d'autres éléments, là c'est vraiment le point central, c'est à partir de ces expériences anthropologiques fondamentales que l'on peut commencer à envisager aussi les autres contributions de la structure. Alors, sur la méthodo à Espérer 95, on a réuni ce groupe restreint, et puis ensuite on a réuni 50 personnes usagers, 50 personnes accueillies et accompagnées dans 4 collèges différents, qui ensuite, il y a eu des émissaires de ces collèges qui se sont retrouvés au sein d'une réunion et donc qui ont partagé, qui ont construit ensemble leur définition de l'utilité sociale, et voilà leur rapport, voilà le rapport d'évaluation des collèges, du collège des personnes accueillies et accompagnées, et c'est un livret qui est absolument, qui est magnifique, avec des poèmes, des dessins, des récits, parce qu'évidemment, il fallait aussi réussir à ce que notamment des personnes qui ne parlaient pas français deviennent co-chercheuses d'utilité sociale. Donc on est passé par tout un tas de médiations. On a réuni aussi les salariés, 160 salariés au cours d'une journée de travail. On a peut-être été un peu rapide là, mais voilà, c'est aussi... Ce sont des démarches tâtonnantes, et puis on a réuni les 25 partenaires en plusieurs réunions. Et ensuite, nous avons réuni des émissaires de chacun de ces groupes au cours d'une réunion. Donc vous avez des partenaires institutionnels qui ont rencontré des personnes accueillies et accompagnées et qui ont travaillé ensemble sur la définition de l'utilité sociale de l'autre. En disant, ah bah tiens, vous dites ça, qu'est-ce que ça signifie? Ah bah ouais, ça me rappelle telle expérience. Ah bah vous dites ça, ah bon, vous avez vécu ça, ouais, super, ah bah tiens, ça m'intéresse, etc. Et petit à petit a émergé ces fameuses expériences dont je vous ai parlé. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur un élément qui est de dire que ce qui ressort, on a mené une journée hier sur l'évaluation de l'utilité sociale et la valeur relationnelle à l'Institut catholique de Paris, et tous les acteurs qui étaient là étaient assez d'accord pour dire que finalement, il y a beaucoup d'associations qui viennent nous trouver et qui veulent une boîte à outils pour avancer, pour continuer, mais ce qui compte le plus important, évidemment, c'est le chemin. C'est pas tant les résultats sont bien, et on voit que chez Espérer 95, peut-être que Valérie en parlera, Valérie Pélisson-Corlieu dira, on voit qu'il y a des choses, l'association c'est peut-être à recentrer peut-être certaines activités, à laisser de côté certaines activités pour se repositionner sur d'autres qui correspondaient plus à ses valeurs, et que ça, c'est l'utilité sociale a peut-être joué sur cet élément, mais ce qui compte, c'est beaucoup ces multiples rencontres qui se passent, et voilà, ça c'est, je dirais, une des créations de valeur se passe aussi dans ce cheminement. Voilà, j'ai à peu près... Merci pour votre attention, j'espère que j'ai été à peu près clair.